Un conseil des ministres vient de se tenir ici même à la préfecture d'Odiéné, présidé par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce conseil avait à son ordre du jour un certain nombre de projets de loi, 3 exactement, un projet d'ordonnance, 5 projets de décret, des mesures individuelles et des communications. Ce conseil est particulier évidemment parce que ce conseil se tient hors du siège habituel du Conseil des ministres. Il se tient à Odiéné. Odiéné, à l'occasion de la visite d'État de M. le Président de la République, visite d'État qui vient à la continuité des visites qui ont déjà eu lieu dans diverses autres régions du pays. Le chef de l'État vient au contact des populations pour les écouter, pour communiquer avec elles, pour entendre leurs préoccupations et puis expliquer également l'action de l'État. Ici, la venue du chef de l'État a un caractère particulier parce que le chef de l'État vient chez lui. Il a dit lui-même qu'il venait au-delà de la visite d'État, qu'il venait en visite familiale à Odiéné. À cette réunion du Conseil des ministres, nous avons commencé par les mesures générales. Donc, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier autorise le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à ce qui s'appelle la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, convention conclue à New York le 14 juin 1974, modifiée par la suite par le protocole du 11 avril 1980, adopté à Vienne. La Convention sur la prescription en matière de vente a été élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international en vue d'unifier et d'harmoniser le droit international en la matière. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette convention permettra à notre pays de se rendre conforme aux standards internationaux en matière de vente de marchandises et ainsi d'améliorer son environnement des affaires, puisque notre objectif est d'attirer vers la Côte d'Ivoire des investisseurs étrangers. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier l'accord de Cotonou, révisé le 22 juin 2010 à Ouagadougou. L'accord de Cotonou, vous le connaissez, c'est l'instrument juridique fondateur du partenariat entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ceux qu'on appelle les pays ACP, et les pays membres de l'Union européenne. Un accord révisé a eu lieu en 2010, puisqu'il y a une révision tous les 5 ans à Ouagadougou, introduit un certain nombre d'amendements qui sont à l'avantage, nous le pensons, des pays ACP, puisque cela va permettre à ces pays d'accroître leur présence dans les domaines de la gouvernance économique et commerciale mondiale. La ratification de cet accord permettra là aussi à notre pays, premièrement, de se conformer à ses obligations internationales et également de participer plus fortement donc, au commerce mondial. Le troisième projet de loi porte répression des infractions prévues par les actes uniformes du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ce qui s'appelle l'OHADA. Ce projet de loi affecte des peines privatives de liberté et ou des amendes à différentes infractions qui sont prévues par l'OHADA, mais qui n'étaient pas encore intégrées dans le corpus juridique de notre pays. Ce projet de loi donc vise à mettre la législation nationale en conformité avec la législation en vigueur dans l'espace communautaire OHADA. Donc là aussi, cela permet plus de visibilité, plus de cohérence en ce qui concerne notre environnement juridique et commercial. Nous passons au seul projet d'ordonnance qui était inscrit à ce Conseil des ministres. Ce projet porte modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Cette ordonnance s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre de réformes qui sont entreprises par le gouvernement en vue de moderniser notre justice par la mise en œuvre de procédures plus simples, plus souples, qui restent néanmoins rigoureuses en utilisant les moyens modernes à la disposition de nos pays. Il s'agit ici, en réalité, de permettre que les justiciables puissent saisir les juridictions par voie électronique.
Ce nouvel amendement au Code de procédure civile, commerciale et administrative permet à nos greffes d'être tenus sous forme électronique, leur registre, permettre à nos greffes, par conséquent, de communiquer les pièces qu'elles doivent mettre à la disposition des justiciables par voie électronique. Nous passons au projet de décret. Le premier projet de décret adopté a été présenté par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est le décret qui porte organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. C'était, il y a quelque temps, un vœu du chef de l'État, une volonté forte qui est en train d'être mise en œuvre depuis la loi qui a été prise. Et donc, il s'agit ici des premiers décrets d'application de cette loi. Cela va permettre donc d'engager dès les prochaines semaines la mise en œuvre effective de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. Ce décret définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce décret précise, par exemple, que seuls sont reconnus comme étant membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels les autorités traditionnelles constituées par les rois, les chefs de canton, les chefs de province, les chefs de tribus, dont l'existence des institutions est continue et active depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 jusqu'à l'avènement de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. Je pense que chacun comprend l'intérêt de cette mesure importante qui est d'éviter que certains profitent de la loi pour créer rapidement des chefferies ou des royaumes sans ancrage véritable, social ou historique. Et il faut que l'institution, qu'elle soit chef traditionnel, qu'elle soit roi, qu'elle soit chef de tribu, etc., ait existé de façon continue depuis l'indépendance jusqu'à la prise de la loi l'an dernier. Et ce décret précise également les organes qui sont prévus. Ces organes sont, premièrement, l'Assemblée des rois et chefs traditionnels. C'est une assemblée importante puisqu'elle va être constituée de 2 représentants de tous les départements de Côte d'Ivoire. Cette assemblée va être complétée avec un directoire qui va être l'organe exécutif. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Assemblée. L'Assemblée, c'est l'organe de décision. L'organe de décision et le directoire va être l'organe exécutif. Et pour que tout cela marche au quotidien, il va être mis en place un secrétariat général dont la mission va être de regrouper les services techniques nécessaires au fonctionnement de la Chambre, la gestion administrative, la gestion financière, matérielle, des ressources humaines, etc., etc. L'Assemblée des rois et chefs, ça va être 216 personnes. Si vous faites le compte, 2 personnes par département, vous arrivez à ce chiffre. Le directoire dont j'ai parlé tout à l'heure comprendra 35 membres et ce directoire aura un bureau qui va être composé de 11 membres. Il est important de préciser que la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que toutes les personnes qui vont être désignées pour représenter les régions, les départements et éventuellement les localités, tribus, groupes ethniques, etc., que toutes ces personnes-là soient désignées de façon consensuelle. Il y a des modes de désignation qui viennent de nos traditions. Il s'agit donc de suivre ces modes-là et de ne pas dévier de ce qui a existé jusqu'à maintenant, de ne pas tricher forcément les évolutions modernes qui imposent d'autres modes de désignation, par exemple de représentants par le vote, etc., etc. Il s'agit ici que ces représentants soient désignés en suivant nos us et coutumes, et dans la mesure du possible, par consensus, entre les chefs et représentants des populations. Il est important de préciser que l'Assemblée aura des représentations régionales. L'Assemblée aura des représentations par département et ces représentants sont ceux qui vont composer l'Assemblée
général. Évidemment, le mode de désignation de ces représentants au plan régional devra se faire également par les mêmes voies de consensus. Là où cela peut éventuellement être compliqué, les populations pourront associer les préfets à leur décision, donc les préfets pourront accompagner des personnalités, j'allais dire, qui sont légitimes de la région, pourront éventuellement, là aussi, accompagner et faciliter les discussions entre les chefs pour la désignation de ces représentants. Les textes précisent qu'il est conféré à la Chambre des rois et chefs traditionnels la pleine autonomie dans la désignation des membres des organes centraux, mais également la pleine autonomie dans la gestion des ressources qui seront mises à leur disposition. Ces ressources vont être constituées, dans un premier temps, de subventions que l'État annuellement mettra à la disposition de cette Chambre. Évidemment, l'État organisera le contrôle des ressources qui seront mises à la disposition de la Chambre. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que cette Chambre s'autogère. Il ne s'agit pas pour l'État de mettre en place une structure qu'il devra ensuite gérer ou piloter. Mais cette Chambre sera autonome dans ses prises de décision et dans son fonctionnement, dans sa gestion. La communication suivante est prise au titre du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques relative à la numérisation ou à la prise en compte de documents électroniques dans les procédures de nos greffes. Ici, il s'agit de modalités d'application de l'article 32.1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Le décret définit les modalités pratiques de mise en œuvre et moyens modernes d'ester en justice par voie électronique. Tout plaideur pourra désormais donc saisir une juridiction par voie électronique, ce qui jusqu'à présent n'était pas possible. L'État a besoin d'interagir avec les populations et a besoin pour cela que soient mis en place des modes de communication qui permettent cela. Et évidemment, les modes anciens le permettaient difficilement. Au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt et d'un accord de don, dont les montants respectivement sont de 11 milliards 375 millions de francs CFA et 5 milliards 687 millions de francs CFA. Ces accords ont été conclus le 2 avril 2015 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et notre pays en vue du financement d'un projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Ce projet, pour faire simple, vise à améliorer, accélérer le niveau d'autonomisation des femmes, des adolescentes en particulier, dans certaines régions du Sahel, mais il se trouve qu'une partie de notre pays est comprise dans cette dénomination. Et ce projet va permettre à ces femmes d'accéder plus facilement à des services de santé, des services de santé reproductive, infantile, maternelle. Au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé du budget, le Conseil a adopté une communication et un décret autorisant la cession de la participation qui est aujourd'hui de 12,4% détenue par l'État de Côte d'Ivoire dans le capital de la société NEI-SEDA. Ce décret autorise, conformément à la réglementation en vigueur, le transfert effectif des parts de l'État détenues dans le capital de cette société au groupe Hachette Livre, qui est à ce jour le seul demandeur. Je vous fais état maintenant des mesures individuelles qui ont été prises au cours de ce Conseil des ministres. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Abié Obou Marcelin en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Guatemala, avec résidence à Mexico, au Mexique. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Kofi Diadan Amos en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Swaziland,
avec résidence à Pretoria, en Afrique du Sud. Et le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Kofi Diadan Amos, donc la même personnalité, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Madagascar, avec résidence là aussi à Pretoria, en Afrique du Sud. Toutes ces mesures sont prises dans le cadre de la nouvelle carte diplomatique mise en œuvre par notre pays, par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, qui consiste principalement à couvrir le maximum de pays, tout en gardant une certaine maîtrise des charges et des budgets. Le Conseil a ensuite donné son accord en vue de la nomination de Mme Laurent Épouse Baldé Mina en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Islande, avec résidence à Copenhague. Nous passons au chapitre des communications. La première communication faite, elle a été au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Elle est relative à l'état d'avancement de l'organisation du cinquantenaire et des assemblées annuelles 2015 du groupe de la Banque africaine de développement BAD, qui, comme vous le savez, auront lieu à Abidjan du 25 au 29 mai 2015. Le Conseil a également échangé sur le prix international d'excellence pour la compétitivité des produits et services en Afrique, qui sera institué en marge des assises de la BAD. S'agissant des travaux préparatoires des assemblées annuelles, la communication faite indique que les choses se passent très bien. Notre pays est prêt pour tenir et réussir l'organisation de ces assises qui, comme vous le savez, seront marquées par la célébration du cinquantenaire de la BAD et par l'élection du nouveau président de cette banque. En marge donc des travaux, il sera institué un prix, prix international d'excellence pour la compétitivité des produits et services en Afrique. Ce prix est destiné à distinguer des personnes, des structures, des organismes ou des partenaires qui auront œuvré d'une façon significative à l'amélioration de la compétitivité des produits et services sur les marchés régionaux et internationaux. Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a entendu une communication relative au développement du secteur de l'électricité dans notre pays. C'est là aussi, j'allais dire, une communication extrêmement importante parce que nous nous trouvons à l'intérieur du pays et que le chef de l'État a pris des engagements qui consistent à faire en sorte que le plus rapidement possible, la majorité des Ivoiriens ait un accès aisé à l'électricité. Une longue présentation a été faite sur ce qui a été réalisé depuis quelques années. Et à l'issue de ces échanges, quelques décisions ont été prises. Il s'agit d'abord de reconnaître que le secteur de l'électricité connaît depuis quelques années un certain nombre de difficultés, principalement des difficultés financières. Ces difficultés sont essentiellement dues aux coûts de production élevés, à la forte croissance de la demande en électricité, ce qui est normal au vu de la reprise de l'économie. Cela est dû également au caractère fixe du prix de vente de l'électricité depuis un grand nombre d'années. En dépit de cette hausse des coûts de facteurs, le gouvernement a pris depuis 3 ans un certain nombre de mesures en faveur du secteur de l'électricité, mesures surtout dans le sens de la réduction des charges des opérateurs du secteur, mesures également prises dans le sens de l'augmentation des recettes et de l'amélioration du rendement. L'augmentation des recettes, par exemple, les recettes dans les zones ex-CNO. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement revenus à la situation normale. L'amélioration du rendement, c'est réduire le plus possible les pertes entre la production et la consommation. Pertes aujourd'hui constituées principalement, malheureusement, par la fraude sur l'électricité. Ces mesures ont permis, dès 2013, au secteur d'afficher un solde d'exploitation positif, mais avec un équilibre financier qui reste malheureusement précaire. Et cette fragilité fait peser sur notre pays des risques de pénurie en matière d'énergie, ce que notre gouvernement
veut anticiper et traiter. Juste quelques données qui vous permettront d'apprécier les évolutions qu'il y a eu depuis quelques années en matière de fourniture d'électricité en Côte d'Ivoire. D'abord, au niveau de ce qu'ils appellent le taux de couverture du pays. Ce taux de couverture était de 33% en 2011. Il est passé à 43,3% en 2014. Évidemment, il va continuer de croître. Le taux d'accès, c'est le pourcentage de la population donc, qui a accès à l'électricité. Et comme vous le savez, nous avons une population qui est de plus en plus urbaine et cette population en ville, en général, a un accès relativement aisé à l'électricité, ce qui porte ce taux d'accès à 78% en 2014. Juste quelques exemples. La région de Bouna est passée de 1% de taux de couverture en 2011 à aujourd'hui 33%. Il faut dire que c'était la région la moins servie en électricité de notre pays à la prise de fonction du président Alassane Ouattara. Donc, il a demandé qu'un accent soit mis sur les régions qui, à sa prise de fonction, étaient les plus défavorisées. Bouna en faisait partie. Et vous pouvez voir l'importante progression que cette région a connue. Nous sommes dans la région du Kabadougou, donc je pense qu'il est bon que nous en parlions. Le taux ici est passé de 22% en 2011 à aujourd'hui 78%. La région du Folon est passée de 13% en 2011 à 59% en 2015. Certains signaux positifs, c'est par exemple le temps moyen de coupure. Ce temps moyen de coupure était de plus de 50 heures en 2011. Aujourd'hui, il est de 40 heures. Mais 40 heures, il faut apprécier cela au regard des performances qui sont affichées par d'autres pays. L'Afrique du Sud, c'est 41,8 heures. Donc l'Afrique du Sud a un taux de coupure plus élevé que notre pays. Le Ghana, c'est 65 heures de coupure. Le Sénégal, c'est 100 heures de coupure, là où la Côte d'Ivoire est à 40 heures. Donc il faut souvent relativiser les choses et savoir apprécier le bonheur qui est le nôtre, même s'il n'est pas parfait. Évidemment, le gouvernement continuera à travailler à l'amélioration de ce taux de coupure. Mais des objectifs qui sont visés par le gouvernement en matière de taux de couverture. Ces objectifs aujourd'hui, c'est 53,6% de couverture nationale en 2015 et c'est 95% en 2020. Et comment on y arrive, c'est premièrement l'électrification dès la mi-2016 de tous les villages de plus de 800 habitants en Côte d'Ivoire. Ces villages ont été dénombrés, il y en a 2112 exactement, donc qui seront électrifiés, tous avant la mi-2016. Ensuite, l'objectif suivant, c'est 100% des villages de plus de 500 habitants. Et ça, c'est 2020. Et au-delà du taux de couverture, le gouvernement fait en sorte que le taux d'accès croisse. Et l'exemple a été donné d'un village où il y avait une seule maison électrifiée avant la prise de la mesure du gouvernement d'électricité pour tous et qui permet d'accéder aux services avec 1 000 francs. La différence étant payée sur 10 ans. Donc ce programme va se poursuivre pour faire en sorte qu'au-delà des efforts qui sont faits en matière de couverture, que les populations puissent individuellement avoir accès à l'électricité. Pour terminer sur ce chapitre, le Conseil a adopté un plan d'action qui priorise le renforcement des filières de production de l'électricité à partir du charbon et de l'hydraulique, de façon à assurer durablement le développement de ce secteur. La communication suivante a été faite au titre du ministère de la Poste et des TIC. Elle est relative au projet de fusion des sociétés Côte d'Ivoire Télécom et Orange Côte d'Ivoire. C'est un projet qui a été entamé depuis quelques années. Il s'est agi au cours de ce conseil donc, de faire valider les dernières étapes pour aller effectivement à la fusion
avec l'objectif d'achever ce processus à la fin du mois de juin 2015 au plus tard. La communication suivante est faite au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget. Elle est relative à la privatisation de la société Sucrivoire. Donc là aussi, conformément au programme de privatisation du gouvernement que nous vous avons déjà présenté, le Conseil a autorisé la cession de la totalité des parts détenues par l'État dans le capital de la société Sucrivoire. Ces parts, aujourd'hui, c'est 23%, donc 5% de ces parts seront réservées aux salariés et le reste, 18%, sera cédé à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Au chapitre des divers, un seul point, c'est la prise de parole du préfet de région. Comme vous le savez, quand nous avons ces conseils de ministres en région, les préfets de région assistent au conseil et les préfets de région prennent la parole pour présenter à la demande du chef de l'État donc la situation administrative de leur région, les problèmes des populations, les attentes de ces populations et éventuellement les recommandations qu'ils peuvent avoir à faire au gouvernement. Donc cette communication a présenté les données géographiques, l'organisation administrative de la région du Kabadougou. Le préfet a dressé un état des lieux des infrastructures, des activités socio-économiques de la région, a évidemment évoqué les difficultés auxquelles la région est confrontée. Et le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations. Le Conseil s'est engagé à y apporter des réponses concrètes et le chef de l'État, avant la fin de sa mission ici, dévoilera, je pense, tous les aspects des recommandations et décisions qui ont été prises au cours du Conseil des ministres. Ces mesures vont contribuer à redynamiser l'activité économique dans la région, vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, vont contribuer à améliorer les infrastructures, par exemple, vont permettre aux populations de disposer de plus de ressources. Et pour terminer, je dirais que ces échanges ont vraiment permis de mettre en évidence surtout les nombreuses potentialités de cette région. Potentialités en matière d'agriculture. Nous avons parlé du coton, de l'anacarde, des possibilités au niveau du riz, de la production de riz, des possibilités également au niveau de la production de produits vivriers. Nous avons évoqué le potentiel en matière d'élevage. Nous avons évoqué le potentiel minier. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel des points évoqués et traités aujourd'hui au Conseil des ministres.